La nuit, nous ne voyons pas toutes les étoiles de la galaxie. Celles que l'on distingue à l'œil nu sont situées dans une sphère de 3000 années-lumière autour de la Terre. Comparé à la Voie lactée qui mesure 100 000 années-lumière, ça représente une proportion assez réduite. Mais à notre échelle, les distances sont quand même considérables. Sirius est situé à 9 années-lumière de nous, Bételgeuse à 600 années-lumière et Deneb à 2600 années-lumière. Pour pouvoir explorer toutes ces étoiles et toutes les exoplanètes qui tournent autour, même si on dispose d'un vaisseau spatial qui se rapproche de la vitesse de la lumière, ça nous prendrait des milliers, voire des millions d'années. Sauf que, si on prend en compte les effets de la relativité, pour l'astronaute dans le vaisseau, les durées seront en fait beaucoup plus courtes que ça. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler de la dilatation du temps. Cette vidéo est sponsorisée par l'ISEN Méditerranée. Les inscriptions sur Parcoursup viennent d'ouvrir le 15 janvier et parfois c'est difficile pour les étudiants de savoir quel vœu placer dans la liste. Si vous voulez faire des études scientifiques et trouver un métier épanouissant qui a du sens, les écoles d'ingénieurs sont parfaites pour ça. En 5 ans d'études, c'est pas si long que ça comparé à d'autres formations, vous sortez avec un diplôme d'ingénieur et là, vous êtes sûr de trouver du travail. En France, on manque d'ingénieurs, donc vous allez devenir une denrée rare. Et encore plus important, votre métier aura du sens, vous allez construire des objets et des systèmes qui améliorent le quotidien des gens. Il y a un domaine qui est en pleine expansion en ce moment, c'est le domaine du numérique. Et justement, l'école dans laquelle je travaille, c'est l'ISEN Méditerranée, l'école des ingénieurs du numérique. J'enseigne la physique dans les prépas scientifiques à Toulon. À l'ISEN, vous pouvez aussi intégrer une prépa ingénieur plus axée sur l'informatique, le numérique ou encore la biologie. Ces cursus se font pendant les 2 premières années après le bac. Et ensuite, vous ajoutez 3 ans d'école d'ingénieur et vous obtenez le diplôme d'ingénieur en bac+5. En plus de ça, l'ISEN propose des formations bachelor. C'est plus court, dès le bac+3, vous avez votre diplôme et vous pouvez commencer à travailler. Et en plus, sur les 3 ans, la 2e et la 3e année se font en apprentissage. Ça vous permet de prendre contact très tôt avec le monde professionnel. Je vous mets le lien du site de l'ISEN en haut de la description. Vous pourrez y trouver la BD de l'orientation créée par l'ISEN avec plein d'informations sur les différents cursus. Et sur le site, pour vous aider à trouver ce qui vous correspond le mieux, vous avez plein de vidéos de témoignages d'étudiants et d'étudiantes. J'insiste là-dessus, devenir ingénieur, c'est évidemment accessible aussi bien aux filles qu'aux garçons. Merci à l'ISEN Méditerranée pour le sponsor et retour à la vidéo. À la fin du 19e siècle, Michelson fait une expérience historique, peut-être une des plus importantes de la physique. Les mesures qu'il fait avec son appareil semblent indiquer que la vitesse de la lumière ne dépend pas de la vitesse de la Terre. Et ça, c'est très intriguant. Son résultat est contre-intuitif parce que quand vous êtes dans un train à 100 km/h et que vous envoyez devant vous une balle à 30 km/h, la balle se déplace à 130 km/h par rapport au sol. Il faut faire la somme. Mais la lumière n'a pas l'air de suivre cette règle. Aujourd'hui, on le sait, si un vaisseau spatial se déplace à 200 000 km par seconde par rapport à la Terre, et qu'il allume ses phares, il envoie devant lui de la lumière à 300 000 km par seconde. Si on fait la somme, on s'attend à ce que la lumière se déplace à 500 000 km par seconde par rapport à la Terre. Eh bien, pas du tout. La lumière va également à 300 000 km par seconde par rapport à nous. En fait, peu importe le point de référence, peu importe le référentiel, vous allez toujours mesurer une vitesse de la lumière égale à 300 000 km par seconde. C'est l'hypothèse de base de l'article d'Einstein de 1905. La vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels galiléens. Et une des conséquences de cette hypothèse, c'est que le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde. On va voir que ça rend l'exploration de la galaxie beaucoup plus simple que prévu. Et les humains sont des explorateurs. Je ne sais pas si on va réussir à coloniser la galaxie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer. Une des manières de repérer le passage du temps, c'est de construire un mécanisme répétitif, de construire une horloge. Et nous, ce qu'on veut, c'est comprendre
quelles sont les implications de cette vitesse de la lumière qui reste constante. Donc on va construire une horloge basée sur la propagation de la lumière. On va prendre 2 miroirs horizontaux et faire rebondir de la lumière dessus. On a bien un phénomène lumineux répétitif, c'est parfait. Ensuite, on met cette horloge à miroir dans un vaisseau spatial qui avance très vite par rapport à la Terre. Dans le vaisseau, la lumière fait un aller-retour et revient au même point. On connaît la hauteur entre les miroirs, on connaît donc la distance que la lumière va parcourir, on connaît aussi la vitesse de la lumière. La vitesse, c'est la distance sur la durée. On peut donc calculer la durée d'un aller-retour. On a 3 événements. Événement A, l'émission de la lumière depuis le miroir du bas. Événement B, la réflexion de cette lumière sur le miroir du haut. Et événement C, le retour de la lumière en bas. L'instant de l'événement A, on va le repérer par le temps tau indice A, et l'instant de l'événement C par le temps tau indice C. Tau, c'est la lettre T en grec. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la durée entre A et C. Donc la différence tau indice C moins tau indice A. En physique, on note ça delta tau. Le delta, c'est la différence. Tout ça, c'est du point de vue du vaisseau, dans le référentiel du vaisseau. Maintenant, on va regarder si cette durée est différente du point de vue de la Terre. Et pour ça, on va utiliser la fameuse hypothèse d'Einstein, comme quoi la vitesse de la lumière est la même dans les deux référentiels. Du point de vue du vaisseau, l'horloge est fixe, donc les événements A et C se passent au même endroit. Mais du point de vue de la Terre, pendant que la lumière fait son petit aller-retour, le vaisseau s'est déplacé, donc les miroirs se sont déplacés. Au moment T indice A, qui correspond à l'émission de la lumière, l'horloge est à un certain endroit. Au moment de la réflexion T indice B, l'horloge s'est un peu déplacée, et au moment T indice C, correspondant au retour sur le miroir du bas, l'horloge s'est encore un peu déplacée. J'utilise T au lieu de tau parce que cette fois c'est le temps du point de vue de la Terre, alors que tau c'était le temps du point de vue du vaisseau. Du point de vue de la Terre, les événements A et C n'adviennent pas au même endroit. Et vous allez voir, cet effet sur les positions, sur l'espace, va avoir des conséquences sur le temps. On veut savoir combien de temps met la lumière pour faire l'aller-retour. On veut la durée. On a fait une hypothèse sur la vitesse. On a dit que la vitesse de la lumière était constante. Il ne nous reste plus qu'à examiner la distance. On peut regarder seulement l'aller entre A et B. Le retour, ce sera la même chose. La distance entre A et B, du point de vue de la Terre, elle a augmenté comparé à tout à l'heure. La lumière avait par exemple 15 cm à parcourir du point de vue du vaisseau. Maintenant, il faut parcourir la diagonale de ce triangle rectangle. La lumière garde la même vitesse que tout à l'heure. Du point de vue du vaisseau, elle allait à 300 000 km par seconde. Du point de vue de la Terre, elle va toujours à 300 000 km par seconde. C'est l'hypothèse d'Einstein. Elle garde la même vitesse, mais elle doit parcourir une distance plus grande. Fatalement, ça va prendre plus de temps. Là, on voit très clairement que l'hypothèse de vitesse de la lumière constante entraîne le phénomène de dilatation du temps. La durée delta t entre les événements A et B mesurée depuis la Terre sera plus longue que la durée delta tau mesurée depuis le vaisseau. C'est ça la dilatation du temps. Et le calcul se fait assez bien, vous utilisez la formule de Pythagore pour l'hypoténuse du triangle, et vous tombez sur le fameux facteur de Lorentz dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Ce facteur gamma vous dit à quel point la durée est dilatée. Si gamma est égal à 2, delta t est 2 fois plus grand que delta tau. La durée entre deux événements
et 2 fois plus grande si elle est mesurée depuis la Terre. Et donc, depuis la Terre, on voit entre guillemets l'astronaute mettre 2 fois plus de temps pour tous ses mouvements. On le voit au ralenti. Si une diode rouge s'allume à chaque fois que la lumière tape le miroir du bas, l'astronaute va voir la diode clignoter toutes les nanosecondes par exemple. Et vous, depuis la Terre, si vous avez un télescope ultra puissant, vous allez voir la diode clignoter toutes les 2 nanosecondes à cause de la dilatation du temps. Pour savoir exactement ce qu'on observe, il faut aussi prendre en compte le temps de propagation. La lumière ne se déplace pas instantanément, la vitesse de la lumière est très grande, mais pas infinie. Et il faut aussi prendre en compte l'effet Doppler. Si la source lumineuse s'éloigne de vous, elle apparaît plus rouge, et si elle se rapproche de vous, elle apparaît plus bleue. Pour simplifier, si on ne prend en compte que la dilatation du temps, vous allez voir la diode clignoter au ralenti. Et le point important, c'est qu'il y a un ralentissement pour tous les phénomènes physiques à l'intérieur du vaisseau, pas seulement pour les phénomènes lumineux. Si l'astronaute tape dans ses mains 1 fois par seconde, et que la diode clignote toutes les nanosecondes, la diode va clignoter 1 milliard de fois entre 2 claps. Il y a 1 milliard de nanosecondes dans 1 seconde. Depuis la Terre, à travers votre télescope, vous voyez également 1 milliard de clignotements entre 2 claps. Ça ne change pas. Sauf que, on l'a dit, pour vous, le clignotement de la diode ne dure pas 1 nanoseconde, mais 2 nanosecondes. Et donc, entre 2 claps, vous n'allez pas mesurer 1 seconde, mais 2 secondes. Ça, c'est très important. Les phénomènes lumineux se reportent sur tous les autres phénomènes, y compris les phénomènes biologiques. On en a parlé dans la vidéo sur la définition du temps. Toutes les horloges de l'univers sont reliées. L'horloge à miroir qu'on vient de décrire, la diode qui clignote, votre montre, tous les processus biologiques dans votre corps, etc. Donc le raisonnement qu'on a tenu sur l'horloge à miroir avec la lumière qui fait des allers-retours ne concerne pas seulement les phénomènes lumineux. En fait, ça concerne tous les phénomènes physiques et donc tous les phénomènes biologiques. Ça décrit à quelle vitesse vous vieillissez, ça décrit l'intégralité de l'écoulement du temps. Donc c'est pas seulement une question de lumière et de photons. Avec la relativité, on comprend que la vitesse de la lumière, c'est pas seulement la vitesse des photons, c'est beaucoup plus que ça, c'est carrément le lien entre l'espace et le temps. C'est la 3e fois sur la chaîne qu'on évoque le nombre gamma, le facteur de Lorentz. On a parlé de la contraction des longueurs. Si le vaisseau va à 87% de la vitesse de la lumière, gamma est égal à 2. Le vaisseau est alors contracté du point de vue de la Terre d'un facteur 2. Par exemple, l'astronaute mesure que son vaisseau fait 100 mètres de long comme d'habitude. Depuis la Terre, on mesure seulement 50 mètres. On a parlé également de E égale mc2. On a dit que la vraie formule c'était E égale gamma mc2. Et là, on vient de voir la dilatation du temps, la durée delta t mesurée depuis la Terre vaut gamma fois delta tau, la durée mesurée depuis le vaisseau. Les durées sont 2 fois plus longues, on voit l'astronaute au ralenti. À chaque fois, c'est le même facteur gamma. Et nous, ce qu'on veut, c'est explorer la galaxie. Ce qui nous intéresse, c'est que plus le vaisseau se rapproche de la vitesse de la lumière, et plus gamma augmente. À 99,99% de la vitesse de la lumière, gamma est environ égal à 70. Donc, entre deux événements, par exemple le départ de la Terre et l'arrivée sur Bételgeuse, le trajet va durer 600 ans,
mais ça c'est du point de vue de la Terre. L'astronaute, lui, il va mesurer une durée environ 70 fois plus courte. Pour lui, le trajet ne va durer que 8 ans. Et c'est pas juste une mesure, l'astronaute n'aura vieilli que de 8 ans. Dans le référentiel de la Terre, on voit l'astronaute au ralenti, donc on le voit vieillir au ralenti. Mais attention, l'astronaute, lui, ne ressent pas de ralentissement. Il n'est pas en train de se voir au ralenti. Pourquoi ? Parce que les influx nerveux dans son cerveau subissent la même dilatation du temps que dans ses muscles. Donc nous, depuis le référentiel de la Terre, on voit les muscles de l'astronaute marcher au ralenti, mais on voit aussi son cerveau fonctionner au ralenti. Et donc l'astronaute, lui, il se rend compte de rien. Toutes les horloges dans le vaisseau spatial vont au même rythme, que ce soit les horloges mécaniques ou biologiques. Et donc, quand elles se comparent les unes aux autres, ces horloges ne voient aucun changement. Les effets de relativité se voient seulement quand vous comparez un référentiel à un autre. Au sein d'un même référentiel, on ne se rend compte de rien. Donc quand l'astronaute arrive sur Bételgeuse, il s'est écoulé 8 ans pour lui, mais il s'est écoulé 600 ans sur Terre. Et s'il revient au même rythme, si on oublie l'accélération, l'aller-retour prend 16 ans pour l'astronaute et 1200 ans pour la Terre. En se rapprochant encore de la vitesse de la lumière, avec un facteur gamma encore plus grand, on peut imaginer des astronautes qui explorent la galaxie en quelques décennies ou en quelques siècles. Alors il faudrait calculer les accélérations et toute l'énergie que ça demande, mais théoriquement, c'est possible grâce à la relativité. Par contre, ce qui est inévitable, c'est que pendant ce temps sur Terre, des millions d'années s'écoulent et que des civilisations, voire des espèces disparaissent. J'espère que ça vous a plu. Moi, je prends beaucoup de plaisir à écrire et à tourner ces vidéos. En plus, je vois que dans les commentaires, c'est bien reçu, donc je suis très content de cette série sur la relativité. Le prochain épisode, ce sera sur le paradoxe des jumeaux, et le suivant sur la dilatation du temps dans Interstellar, notamment les effets de relativité générale près du trou noir. Et comme d'habitude, je vais alterner avec des épisodes hors série. Merci aux tipeurs et aux gens qui donnent des super thanks, portez-vous bien et que la science soit avec vous.